Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir passé la parole. Le thème qui est soumis à notre étude est la revue sur le couplage de la modélisation mathématique et de l'imagerie pour la surveillance des phytopathologies. Nous avons réalisé nos études à l'université de Ngaoundéré au Cameroun. Alors, le plan de présentation sera celui ci-contre. En guise d'introduction, nous allons dire que 80% de la population pauvre mondiale dépend de l'agriculture. Et qu'en 2014, nous avons eu, l'agriculture représentait environ les 2/3 du PIB mondial. Et cette agriculture est soumise à beaucoup de problèmes tels que les phytopathologies notamment, ce qui entraîne justement que 821 millions de personnes encore souffrent de malnutrition et de famine dans le monde. Et environ 30% des pertes agricoles mondiales sont causées par les phytopathologies, et ce qui implique une perte économique de près de 750 milliards de dollars. Et notre étude a été, l'intérêt de notre étude ici était pour notre part la pourriture brune qui affecte les cabosses de cacao et qui est localisée en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et au Cameroun plus particulièrement, cette pourriture brune occasionne environ 50 à 80% de perte de production. Alors, le cycle de la maladie est défini comme ci-contre. Nous avons en première position d'abord la sporulation, ensuite l'infection des cabosses, de nombreuses cabosses, et ensuite la multiplication des spores sur les cabosses, ce qui entraîne la nécrose des nombreux tissus. Et ensuite, la multiplication de l'épidémie dans la parcelle en général. Nous avons, par rapport à la segmentation, nous allons dire que dans la littérature, il existe des méthodes non coopératives et des méthodes coopératives de segmentation. En ce qui concerne les méthodes non coopératives, nous avons l'extraction des zones texturées et la détection des contours. Et nous pouvons voir comment une image peut être segmentée en vue de la surveillance d'une phytopathologie sur les différentes images qui sont présentées ci-contre. Et après la segmentation, il est question pour nous de faire l'évaluation externe de la surface attaquée. Alors, par rapport à la surveillance des modèles avec la sortie en image, il est question pour nous de faire d'abord, nous avons eu dans la littérature à rencontrer des modèles dont la majorité étaient des EDO, dont la forme est décrite à l'équation 1. Et ensuite, nous avons eu les modèles des EDP, modèles au dérivé partiel, dont la forme générale est représentée à l'équation 2. Ensuite, il sera donc question pour nous de construire des estimateurs d'état dont la forme est représentée à l'équation 3. Et ensuite, nous aurons à construire des observateurs qui prendront en entrée des images segmentées que nous aurons à faire. Ensuite, il sera question pour nous de faire des filtres. En conclusion, nous pourrons dire que nous sommes assez avancés en ce qui concerne la revue de littérature et les perspectives, le travail qui est en train d'être fait, c'est la modélisation de la diffusion de la maladie, ce qui correspondrait à adapter des modèles que nous avons trouvés dans la littérature et pour finir, la construction et l'évaluation des différents observateurs. Merci. Merci beaucoup. Des questions? Nous allons savoir tout le travail dans le cadre des petites communes, là, où vous touchez au traitement des images, etc. Est-ce que vous avez des compétences à côté? Je n'ai pas bien suivi la question. Est-ce que vous travaillez dans le cadre des petites pluridisciplinaires? Pour répondre à la question, merci d'abord pour la question. Oui, effectivement, nous travaillons en collaboration avec deux laboratoires, celui des mathématiques et informatiques et celui du traitement d'images. Donc nous avons justement
Ok, merci. Et mon exposé porte sur la stabilité et l'observabilité d'un modèle de type SIR avec une fonction d'incidence. La présentation porte sur les 4 points suivants. Sans plus tarder, je passe sur le premier point, qui est la construction du modèle et l'étude de stabilité. Ici, je présente d'abord le diagramme des transferts. Nous considérons une population subdivisée en 3 classes, S, I, R. S, c'est la population susceptible, I, la population infectée, et R, la population rétablie. Et MU1, MU2 et MU3 sont respectivement les taux de mortalité naturelle dans ces 3 classes. B, ici, c'est le recrutement, et F, c'est la fonction d'incidence générale qui modélise le contact entre les susceptibles et les infectés. Et gamma, c'est la proportion d'individus infectieux qui passent dans la classe des rétablis. Donc, se basant donc sur ce diagramme de transfert, nous arrivons à écrire les DO ici présentés en 1. Après avoir montré que les états du système sont toutes positives et bornées, nous arrivons à montrer également l'existence des solutions et nous utilisons la méthode de Van Dendrich et Wattmuth pour calculer le taux de reproduction de base qui est donné ici par R0 en 2. Et nous montrons également que si R0 est inférieur ou égal à 1, alors l'équilibre sans maladie est localement asymptotiquement stable. Et nous faisons une autre hypothèse H1, et sous cette hypothèse, nous montrons que si R0 est inférieur ou égal à 1, alors l'équilibre sans maladie est globalement asymptotiquement stable. Nous faisons une hypothèse H2, et sous cette hypothèse H2, nous montrons que si R0 est supérieur à 1, alors le point d'équilibre endémique est globalement asymptotiquement stable. Nous passons maintenant au deuxième point de notre exposé, qui est la conception d'observateur ou encore estimateur d'état. Ici, le modèle 3 est une copie conforme du modèle 1, c'est juste que les variables ont été changées par x1, x2 et x3. Et nous construisons un observateur simple, donné ici en 4, qui est une copie conforme du modèle, sauf que là, nous avons ajouté un terme correctif. Nous construisons ensuite un observateur grand gain, qui est donné ici en 5. Nous passons maintenant à la simulation numérique. Ici, la courbe en noir, c'est la courbe de l'état réel. En rouge, nous avons la courbe... OK. En rouge, ici, nous avons l'observateur simple et en bleu, la courbe de l'observateur grand gain. Nous remarquons effectivement une convergence de nos deux observateurs vers l'état réel. Il en est de même pour la population des infectés où nos observateurs que nous avons construits convergent effectivement vers l'état réel. Le dernier point de mon exposé, c'est la présentation des travaux en cours. Maintenant, je regarde en fait un modèle de transmission directe et indirecte. Ici, F, c'est la fonction d'incidence générale du contact direct et G, indirect. Et là, c'est un travail que je fais en collaboration avec le professeur Diène Ngom, ici présent. Ensuite, je regarde le modèle 7, qui est beaucoup plus réaliste, je dirais, parce que là, je tiens compte du fait qu'il y a des vecteurs de transmission qui résistent aux insecticides. Merci. C'est tout. Une minute de questions. Ça vaut une question? Les gens qui sont en bas. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question, en fait, Draman, j'ai suivi un peu l'exposé où il avait présenté ton résultat, le hypothèse H1, H2 et H3. Oui. Alors, ma question était quelle était la signification biologique de ces hypothèses qui ont amené à ces résultats de stabilité? Il avait fait une promesse pour regarder ça, il avait fait l'importance de plus donner la réponse. OK, merci au professeur Ngom pour cette question.
je pourrais dire par exemple que l'hypothèse H1, ici c'est pour dire que la vitesse d'infection est limitée, bornée, mais l'hypothèse H2, là c'est une hypothèse technique qui mathématiquement existe, mais nous n'avons pas la définition biologique. Voilà. L'interprétation biologique, je vous dis. Est-ce que c'est compris les convergences analytiquement, la convergence des observateurs? Alors, le grand gain, je suppose que oui, mais le gain celui avec le terme correctif. Oui. Vous avez la démonstration, vous l'avez démontré. Oui, tout est fait par calcul. Et ah, ok, bon, vu les 4 minutes, je ne peux pas aussi. C'est un convergence d'observateurs est un mauvais résultat. Oui, c'est ça. C'est même l'observateur grand gain, c'est des très longs calculs que je ne peux pas le faire en 4 minutes. Donc, Autre question? Merci pour votre exposé. Je regarde tout à l'heure l'hypothèse S2, il y a 2 conditions. Est-ce qu'elles sont compatibles? est-ce que Les conditions dans l'hypothèse H2, est-ce qu'elles sont compatibles? oui, oui. I sur I étoile est inférieur à S sur S étoile est inférieur. Il y a 2 conditions inférieures. Est-ce que c'est simultanément possible les 2 conditions? Oui, nous avons fait en fait cette hypothèse H2 pour pouvoir vérifier la négativité, que la dérivée de notre fonction de Lyapunov est effectivement négative. Donc il fallait en fait ces 2 inégalités pour pouvoir assurer cette démonstration. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vais vous présenter notre travail qui porte sur la mise en place d'un système informatique embarqué qui va permettre la surveillance et l'analyse prédictive de la qualité de l'eau en utilisant les deep neural networks. Donc, comme on le sait tous, l'eau que nous utilisons le plus souvent, ça provient de sources naturelles, à savoir les lacs, les rivières et les cascades. Donc, cependant, avec l'urbanisation actuelle, l'agriculture intensive, moderne et l'industrialisation, donc ça affecte directement la qualité de l'eau. Par exemple, on a les effets du changement climatique peuvent augmenter la quantité de CO2 acidifié et les cours d'eau. Il y a aussi les glissements du terrain, par exemple, qui peuvent aussi entraîner une perturbation sur la qualité des écosystèmes aquatiques. Ou encore les eaux usées qui proviennent des usines, qui entraînent une croissance excessive d'algues et d'eau calcaire. Ou encore, l'eau polluée provoque la mort des organismes aquatiques et affecte directement la qualité de la santé de tous les êtres vivants à proximité. Donc c'est dans ce contexte qu'il nous est venu à l'esprit de mettre en place un projet qui consiste en gros à mettre en place un système informatique embarqué, intelligent, donc permettant de suivre en temps réel la qualité de l'eau, mais aussi de prédire les éventuels risques environnementaux ou sanitaires grâce au deep learning des données qui seront collectées. Donc ainsi, à partir de l'analyse prédictive des données, des recommandations pourraient être faites aux structures compétentes afin de prendre des décisions. Donc, c'est un dispositif de capteur qu'on a construit, qui est basé sur la plateforme Arduino et Raspberry, donc qui est capable de mesurer plusieurs facteurs et d'envoyer les données à un serveur distant, les analyser et les afficher en temps réel. Donc, comment ça fonctionne? Le dispositif est composé d'un ensemble de capteurs, tels que les capteurs de pH, qui permettent de mesurer l'acidité de l'eau, le capteur d'oxygène, dissous, qui permet de matérialiser la quantité d'oxygène qui est dissous dans l'eau. Il y a aussi d'autres capteurs tels que la température, la conductivité électrique, le potentiel d'oxydoréducteur de l'eau. Donc tous ces capteurs-là sont reliés à un microcontrôleur Arduino et Raspberry, donc qui est programmé pour récupérer les données qui sont envoyées par le capteur, afin de les transmettre à une passerelle via un réseau cellulaire. Donc les données seront ensuite stockées dans une base de données, où ils vont subir ensuite des analyses
des actions à prendre. En plus, il y aura un système d'alerte qui sera inclus dans le projet. Donc, chaque fois qu'un seuil de qualité de l'eau est atteint, on envoie une alerte aux autorités compétentes afin de prendre des décisions. Donc, voici un peu l'architecture de notre dispositif, qui est disposé d'un microcontrôleur Arduino dans lequel est branché un ensemble de capteurs. Et ces capteurs-là récupèrent les données, le transmettent au microcontrôleur qui va les envoyer au niveau d'un serveur distant. Donc, en gros, notre projet va permettre d'avoir un écosystème aquatique sain, d'avoir un approvisionnement alimentaire frais et sécurisé, de fournir un approvisionnement en eau de haute qualité et enfin réduire les risques pour la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas en contact avec eux. Donc le projet vient d'une institut Ziguinchor Polytechnique qui se trouve actuellement à Ziguinchor, dont le promoteur est un certain M. Baba Issa Kamara, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine en France. Donc celui qui a eu l'idée de ce projet et présentement on est en train d'y travailler. Vous faites allusion à l'énergie qui permet de faire fonctionner le dispositif ou bien? Voilà. Bon, le dispositif est équipé aussi d'une batterie qui va permettre l'alimentation du matériel et aussi d'un panneau solaire. Donc, il va se charger en même temps de recharger la batterie à chaque instant. Et les données seront... Bon, nous sommes présentement en phase expérimentale. On a juste utilisé des modules GSM, GSM GPS qui permettent de faire la transmission des données. Mais par contre, le modèle que vous avez proposé, donc on n'a pas encore eu cette idée de changer. Mais merci quand même pour... Merci encore.